Bonjour à tous, je suis super contente de pouvoir faire cette présentation aujourd'hui sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur et sur lequel je bosse depuis quelques temps, qui est comment utiliser efficacement LinkedIn en général. Mais là, aujourd'hui, on va parler de comment bien l'utiliser pour nous, nous les freelances, nous les indépendants, et comment tirer un maximum de choses de cet outil qu'est LinkedIn. Donc, pour ça, bon, là, ça s'y prête pas trop, puisque de toute façon, il faut me demander pour pouvoir mettre votre webcam et le son. Donc, surtout, je vais revenir sur un petit point qui est qu'à la fin de cette présentation, je vais vous l'envoyer, parce que j'ai mis plein de petites choses dedans et que je veux que vous puissiez avoir le support à la fin. Donc, à la fin, je vous enverrai un petit lien sur lequel vous pourrez cliquer, avoir accès à la présentation en off. Et ensuite, si vous avez des questions, vous pouvez me les poser au fil de l'eau, donc dans le chat. Sachez que de toute façon, avec le format qu'on a aujourd'hui, je vous répondrai à la fin. Donc, on aura tout le temps d'échanger après ma présentation. Vous pourrez soit m'envoyer des questions dans le chat, soit vous mettre en vidéo et on pourra discuter directement. Voilà. Alors, au programme aujourd'hui, donc je vais vous faire une petite introduction sur LinkedIn, bien entendu, les chiffres, pourquoi c'est important. Et ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. On va découper ça en 3 parties, qui doivent se faire normalement les unes après les autres. Donc, la première qui est l'optimisation du profil avant de démarrer toute campagne de prospection. Ensuite, la prospection que j'appelle directe. Donc, identifier ses prospects et leur envoyer des messages. Et enfin, en dernière partie, je vais parler avec vous de la création de contenu pour votre profil, qui va être une prospection plus indirecte, plus long terme, mais tout aussi efficace. Donc, on va découper notre session en ces 3 parties-là. Et ensuite, on aura le temps, donc oui, là, 45, plutôt 40 minutes, de discussion où vous pourrez m'exposer vos problèmes, me poser des questions, puisque je vais aller assez rapidement sur les points évoqués. On aura tout le temps d'en discuter tout à l'heure. Hello Célia, je vois ton petit message. Bienvenue dans la session. Tu n'as rien raté, on va juste tout démarrer. Bonjour Marilène. Alors, on va commencer par un petit sondage. Donc, je vais vous demander d'y répondre dans le chat pour un peu voir où vous en êtes sur votre LinkedIn. Alors, où en êtes-vous par rapport à votre prospection LinkedIn, qui est du coup le sujet du jour? Est-ce que vous êtes plutôt débutant? Vous voulez savoir comment construire un profil efficace pour prospecter, comment l'optimiser, mettre tout ça en place? Est-ce que votre profil, donc le 2, est déjà complet et que vous souhaitez commencer à prospecter en tant que freelance et à envoyer des messages à vos prospects? Ou est-ce que plutôt, numéro 3, vous avez déjà un profil qui est complet et vous avez déjà votre réseau qui est assez actif et vous souhaitez passer à l'étape supérieure qui est la création de contenu pour votre audience et du coup gagner en visibilité et en expertise sur vos sujets? Ou est-ce que le dernier, le numéro 4, vous prospectez déjà sur LinkedIn, vous postez déjà, et ce que vous souhaitez savoir, c'est comment être plus efficace et peut-être automatiser cette démarche-là, ou autre. Donc de 1 à 4, dites-moi un petit peu. Ok Sabine, pas encore pour prospecter. Sandy, j'ai déjà un profil, mais le réseau correspond surtout à ma vie pro d'avant. Ok, donc pas à ta nouvelle activité de freelance. Célia, déjà au top, juste besoin de passer à l'automatisation. Ok, 1 pour ceci, 3 débutante, 2. Bonjour Nicolas, mon profil est créé, mais comment être réellement active? Ok, entre 2 et 3. Ok, donc on a un peu de tous les niveaux, donc ça tombe bien. Dans cette partie, je vais vraiment évoquer ce que je vous ai dit au précédent, donc comment optimiser son profil, comment envoyer des messages, identifier ses prospects et ensuite comment communiquer. Je pense que chacun de vous pourra grappiller de toute façon des petites astuces, des petits tips dans chaque partie. Donc voilà, ce ne sera pas un souci. Et du coup, on va commencer directement par le début.
qui est une petite présentation. Donc, qui je suis. Du coup, moi, je suis freelance comme vous, spécialiste plutôt en prospection et en communication sur LinkedIn. Mon but, ce qui m'anime tous les jours, c'est d'accompagner un certain type de clients, que sont les entreprises à impact social ou environnemental. C'est ça qui me fait vibrer et qui me fait me lever le matin. Et du coup, je les aide dans toute cette démarche sur LinkedIn de pouvoir avoir des rendez-vous qualifiés avec des prospects et des futurs clients qui partagent leurs valeurs et leurs engagements. Et je fais ça via leur profil, je prends la main sur leur profil LinkedIn pour identifier les prospects et leur envoyer des messages. Et aussi, je prends la main sur leur compte pour leur faire des posts à leur place, donc sur toute une partie personnel branding professionnel. À côté de ça, pour fermer la petite parenthèse, je suis également assez engagée, donc j'ai choisi également le statut de freelance pour pouvoir avoir du temps pour les associations dans lesquelles je suis bénévole. Et voilà, le but aussi, ce que je fais un peu un side project, c'est que j'essaie de rendre mon activité de communicante la plus éthique et la plus responsable possible. Donc, si c'est des sujets qui vous parlent, sur lesquels vous souhaitez discuter, n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur LinkedIn. Je vous mettrai de toute façon mon contact à la fin de cette présentation. Alors, on va commencer par les chiffres. Pourquoi c'est important? Bon, j'imagine que si vous suivez aujourd'hui ce webinaire, c'est que vous êtes conscient de l'importance de LinkedIn aujourd'hui en tant que réseau professionnel, mais c'est toujours important de recadrer un petit peu, de restituer. Pourquoi soigner son LinkedIn est très important? Alors, il y a des chiffres qui sortent tous les ans. Je vous ai choisi ces 4 chiffres-là qui me semblent assez importants. Tout d'abord, le premier, presque 85% des décideurs B2B utilisent LinkedIn dans le cadre de leur activité professionnelle. Donc, il est fort probable que vos prospects ou vos futurs clients idéaux soient sur LinkedIn. En tout cas, 85%, c'est la quasi-totalité du marché. Et surtout, ce chiffre ne cesse d'augmenter puisqu'il a pris quasiment 20 points en 2 ans. Donc, c'est une tendance qui va continuer. Ensuite, l'importance de soigner son profil, parce qu'en fait, il y a quasiment la moitié de vos clients ou de vos prospects qui vont consulter votre profil avant de vous répondre, tout simplement. Donc, si vous leur envoyez un message, si vous commencez cette démarche de prospection sur LinkedIn, la personne, avant de vous répondre, elle va aller faire un petit tour sur votre profil, d'où l'importance qu'il soit quali, qu'il vous ressemble et qu'il vous serve plutôt qu'il vous desserve. Donc, ça, c'était pour le deuxième chiffre. Et ensuite, par rapport plutôt à un aspect social selling, donc à quel point le réseau social va vous permettre de vendre vos services, LinkedIn est le réseau social le plus utilisé et le plus incitatif à l'achat, donc à 45% en comparaison avec Facebook qui va être à 41% et Instagram à 11%. Pour l'aspect un peu plus, on va dire, prospection, business développement, il y a un dernier chiffre que je voulais partager avec vous, qui est celui que vous pouvez trouver en bas de my slide. En moyenne, il faut 100 appels par téléphone, donc un canal plus classique de prospection, pour décrocher un rendez-vous, contre 2 seulement suite à une mise en relation via LinkedIn. Bien sûr, ce chiffre prend en compte le côté mise en relation, donc quelqu'un qui vous a mis en relation, une relation en commun, qui n'est pas forcément visible par un coup de téléphone, mais quand même, ce chiffre est assez important et il montre vraiment l'intérêt de LinkedIn, qui est que vous êtes en contact directement avec la personne qui vous intéresse. Vous n'avez pas les barrières classiques qu'on peut avoir dans une prospection mail ou une prospection téléphonique de type secrétariat, de type on vous bloque au standard, vous n'arrivez pas à joindre la personne. Là, vous la joignez directement sur son profil. Qu'elle vous réponde ou non, c'est de son fait, mais vous avez accès directement à elle, ce qui est vraiment non négligeable. Alors, je fais un petit tour dans le chat. Bonjour Anne, bonjour Fabrice, merci de nous avoir rejoints. Donc, on va commencer par l'optimisation de votre profil. Donc, la partie vraiment à faire en amont de tout début de prospection ou de démarchage. On commence par les basiques, mais je sais qu'il y en a certains d'entre vous, du coup, par rapport au petit sondage que j'ai fait avant, qui débutent vraiment. La première chose à faire, et ça semble très logique, c'est de vraiment bien compléter votre profil. Qu'est-ce qu'on entend par bien compléter votre profil? Ça va être au niveau de votre photo. Donc, ça semble des basiques, mais je vois encore des profils qui ont des photos à moitié coupées d'autres personnes avec des photos de vacances, des photos où on ne les voit pas très bien, où ils ont des lunettes de soleil, etc. On reste quand même sur un réseau professionnel. Donc, même si on est freelance, on est détendu, etc., le but de la photo, c'est qu'elle soit représentative de vous dans un cadre professionnel. Donc, un fond neutre
on voit bien votre visage, la photo vous met assez en avant, etc. Ensuite, la photo de couverture, qui est un espace encore trop peu utilisé pour mettre en avant vos services. Ce qu'il faut que vous gardiez en tête, en fait, c'est que la personne, quand elle va sur votre profil, votre prospect, il faut qu'en quelques secondes, il puisse capter, comprendre ce que vous faites, où vous le faites, comment ça marche et ce que vous pouvez lui apporter. Et donc, vous avez en haut de votre profil toute cette partie, cette photo de couverture qui est vraiment un espace en haut idéal pour caler quelques mots-clés, votre rapport, ce que vous faites en tant que freelance. Et ce serait très bête de ne pas s'en priver, en fait. Donc, plutôt que de mettre une photo de nature, une photo de paysage, une photo de bureau, n'hésitez pas à faire un petit montage et de rajouter sur votre visuel qui vous êtes, ce que vous faites, etc. Tous les moyens sont bons sur ce profil pour expliciter ce que vous faites. Ensuite, le titre de votre profil il va aussi être important, puisque quand on n'est pas sur votre profil, c'est la seule ligne qu'on voit. Donc, il faut qu'elle permette de comprendre votre proposition de valeur, ce que vous faites, peut-être même au-delà de votre titre de job. Je m'explique, par exemple, si vous êtes graphic designer, plutôt que de mettre simplement graphic designer, vous pouvez mettre directement votre rapport. Je ne sais pas, moi, par exemple, j'aide les PME à mettre en valeur leurs services, par exemple. Et toujours garder de toute façon ce titre graphic design sera dans votre volet expérience, où vous pouvez également l'ajouter au titre et mettre les deux. Ensuite, bien sûr, complétez votre volet expérience de manière assez homogène pour que la personne puisse voir vos missions, mais aussi ce que vous faisiez avant, votre légitimité, votre expertise. Et pareil pour le volet éducation. Ensuite, on a une grande partie de ce profil sur lequel on est libre d'écrire. C'est la partie résumé de profil. Et pour vous, en tant que freelance, c'est important de vous en servir un peu comme il faut se dire que c'est un peu comme votre plaquette commerciale. Donc, ça ne va pas être une bio comme ce que je vois parfois de personnes qui parlent d'elles à la troisième personne. Ça va vraiment être un espace pour lequel vous pouvez expliciter vos services, faire un call to action, expliquer comment vous contacter et parler un petit peu de vous, de votre background, etc. Donc, utilisez le maximum de l'espace que vous avez pour parler de vos services, d'accrocher la personne. Ce qui est important de savoir sur votre résumé de profil, c'est qu'on peut voir seulement une ligne et demie et ensuite, il faut cliquer dessus pour voir la suite. Donc, comme vous pouvez vous en rendre compte, du coup, il faut vraiment sur cette ligne et demie accrocher le prospect. Donc, pourquoi pas lui poser une question sur un de ses points de douleur, vraiment essayer de l'accrocher pour qu'il ait envie de cliquer et de voir la suite, ce que vous proposez. Ensuite, une petite astuce que sans doute certains d'entre vous font déjà, mais qui est très importante, c'est qu'il faut percevoir votre profil LinkedIn et le moteur de recherche de LinkedIn un peu comme Google. Il faut essayer de soigner son référencement et donc d'être bon ami, je vais en reparler plusieurs fois, bon ami avec l'algorithme. Donc, automatiquement, en fait, votre profil LinkedIn, sur votre URL, il y a votre nom et une suite de chiffres et de lettres qui va pas mal pourrir votre référencement. En fait, il est très simple de l'enlever. Si vous voulez, après, quand on sera dans la partie plus questions-réponses, je vous montrerai la manip. Mais sinon, vous avez juste à cliquer sur « Voir mon profil public » et enlever cette partie-là. Et de la même manière, le but sera vraiment de caler plein de mots-clés sur votre profil par rapport à votre activité. Et moi, j'utilise beaucoup la partie compétences pour ça, où vraiment on a accès, on peut mettre jusqu'à 50 compétences dans cette section-là. Et j'utilise vraiment pour caler un maximum de mots-clés par rapport à mon activité. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va me permettre d'être mieux référencée. Donc, quand une personne fera une recherche de, par exemple, je reste sur mon graphic designer à Lyon, je tombe sur les premiers résultats. Et donc, pour ça, il faut un profil. Donc, ça conclut cette partie-là, un profil bien optimisé, bien complété, avec les bons mots-clés pour que les personnes puissent vous retrouver les plus facilement possible. Alors, ah oui, Thomas, l'agrandissement n'est pas très fort. Je suis navrée, en fait, c'est parce que je dois couper mon écran en deux pour pouvoir voir le chat en même temps que je fais ma présentation pour être sûr qu'il n'y a pas de souci. J'espère que vous pouvez quand même voir. Dites-moi si vous pouvez quand même lire les lignes, si ce n'est pas trop petit. Sinon, je me mets en plein écran et je regarde le chat à part. Juste si vous pouvez me dire, si vous pouvez quand même lire. C'est trop petit? Ok.
Alors, hop, je vais faire tester quelque chose. Hop, hop, hop. Si je me mets en mode lecture, est-ce que là, ça marche mieux? Ok, super. On va rester comme ça alors. Et de temps en temps, j'aimerais faire un petit tour dans les commentaires pour voir si ça fonctionne bien. Hop. Je suis pas en page par... Ah, voilà. Alors du coup, là, pour vous faire un petit exemple de ce que je vous ai présenté tout à l'heure, là, vous pouvez bien voir, du coup, c'est mon profil, c'est l'exemple que j'ai choisi le plus simple pour moi. Vous pouvez bien voir la photo de couverture où j'ai mon logo, j'ai déjà quelque chose qui évoque mon univers et je parle aussi de ce que je fais. Donc comme moi, ma clientèle, ça va être des structures à impact, j'ai mis en titre avoir un impact ensemble et j'explicite très rapidement, très concisement mes services. Ensuite, j'ai ma photo de profil, puis mon titre de profil, où encore une fois, là par exemple, j'aurais pu mettre tout simplement, je ne sais pas moi, spécialiste en communication, en prospection sur LinkedIn, mais là je vais aller directement parler à mon prospect et lui dire ce que je peux lui proposer. Donc je vous aide à trouver des prospects, des candidats, des partenaires au service du bien commun grâce à LinkedIn. C'est un espace court, donc ma phrase elle est courte, elle est précise, et on capte tout de suite, on arrive à cerner ce que je fais. Ensuite, là, vous avez du coup l'exemple de mon résumé de profil. Donc, comme je vous ai expliqué, en haut, j'ai une question qui va un peu aller titiller mon prospect parce que j'ai bien cerné ses besoins, ses points de douleur, et qui va l'inciter à cliquer pour ensuite faire le déroulé. Donc, j'appuie mes dires par quelques chiffres, vraiment pour lui montrer ma démarche. Et ensuite, je fais le déroulé de mes services. Et ensuite, vous avez le petit screen de la partie compétences, où là, je vais montrer... je vais utiliser cet espace, comme je vous l'ai dit, pour caler un maximum de mots-clés. Donc, on ne va pas être sur la compétence classique à mettre, par exemple, Photoshop ou rédaction web. Je vais vraiment quasiment écrire des phrases qui vont me permettre juste en fait, de caler un maximum de mots-clés. Hop. Alors, ensuite, une fois que votre profil est bien optimisé, on va... Alors, je ne sais pas si pour vous, ça bug aussi. Voilà. On va... Qu'est-ce qui se passe? Page. Une seule page. Excusez-moi, ça galère un peu. Mode lecture, voilà. Ensuite, on va passer dans le dur du sujet. Donc, une fois que votre profil est nickel et bien optimisé, on va aller identifier vos prospects. Donc, avant de lancer toute démarche de messages, etc., le plus important, ça va être d'aller les identifier. Et ce n'est pas toujours évident, je le sais, j'en discute parfois avec mes confrères freelance. Donc, on va prendre un exemple. Par exemple, je cible les responsables communication de PME en région parisienne pour leur proposer mon aide en graphisme. Donc, on reste toujours dans la même idée du fait que je suis graphic designer. Comment je vais faire? Comment je vais m'y prendre? Je vais commencer par identifier les intitulés métiers de mes cibles sur LinkedIn. Ça veut dire que je vais faire une petite recherche et je vais voir comment s'appellent ces personnes-là, quel est leur titre de métier sur LinkedIn. C'est très important parce que quand je vais faire ma recherche, il faut que j'utilise les bons intitulés métiers. Donc, je vais décliner un peu tout ce que j'ai. Donc, par exemple, un responsable communication, il va pouvoir s'appeler responsable communication, directrice communication, chargée de communication. Je me fais cette petite liste-là. Et ensuite, dans un deuxième temps, je vais créer une requête booléenne qui va inclure ces intitulés et leurs variantes. Donc là, je ne vais pas trop m'étendre sur le sujet de la requête booléenne. Je ne sais pas si vous êtes tous à l'aise avec le concept, mais on pourra y revenir tout à l'heure. Le but, ça va être dans une seule requête de pouvoir expliciter tous ces intitulés de métier pour avoir à faire la recherche qu'une seule fois par rapport à une cible de métier. Donc ça va ressembler à ce que vous avez là. Par exemple, et je vais faire aussi toutes les variantes de ces termes, ne pas les oublier. Donc les féminins, les masculins, les accents, les apostrophes, etc. Donc toujours pour ma même recherche, je vais mettre par exemple, entre guillemets, toujours les termes responsable de communication, or qui va être utilisé pour ou, responsable de la communication, ou directeur communication avec son féminin directrice, chargé de com, chargé de communication, etc. Vous voyez le concept. Et ensuite, je vais pouvoir lancer ma recherche. Et une fois que j'ai ma recherche qui est lancée,
je vais pouvoir utiliser les filtres à ma disposition, qui sont mis à ma disposition sur LinkedIn, pour un peu épurer. Donc, comme par exemple mon profil, lui, mon graphic designer recherchait des personnes dans la région parisienne de PME. Donc, avec le mode de recherche gratuit, on va pouvoir utiliser les 10 filtres qui sont mis à notre disposition. Donc, par exemple, je vais pouvoir définir la région parisienne, en plus de ces intitulés métiers, dire je les recherche dans la région parisienne. Il y a 10 autres filtres qui sont à votre disposition selon les secteurs d'activité, etc. Et ensuite, je me fais un petit tableau à la main à côté où je vais, si je ne veux pas les démarcher de suite, je vais les prendre en note, les URL des profils, etc. Ou sinon, si vous avez le Sales Navigator, c'est un sujet sur lequel on va revenir aussi parce que je suis sûre que vous avez pas mal de questions. On va avoir 12 filtres supplémentaires qui peuvent être relativement pratiques, comme par exemple la taille de l'entreprise que je vise. Donc là, par exemple, pour mon graphic designer qui cherche des PME, je vais pouvoir cibler la taille de l'entreprise, etc. Et ensuite, le mode Sales Navigator permet aussi de sauvegarder les listes de recherche, donc de les avoir toujours à portée de main, déjà sauvegardées plutôt que d'à chaque fois refaire la recherche, et aussi de trier les profils et de les enregistrer dans des listes, donc ce qui peut pas mal faciliter la vie, mais c'est un outil qui a un coût, donc on pourra en discuter, on pourra en rediscuter après. Voilà. Alors, je vais regarder. Tac. Lecture. Donc là, je vous ai mis des petits screens. Je vais juste regarder s'il n'y a toujours pas de problème, vous m'entendez bien. Hop. A priori, c'est bon. Je vois bien toutes vos petites questions. J'y répondrai à la fin, quand on aura tout le temps d'échanger. Donc, super si ça continue de fonctionner. Donc là, vous avez les deux exemples. L'exemple à gauche de l'outil payant du Sales Navigator qui va me permettre, comme vous pouvez le voir ici, par exemple, de checker tous les profils. Avec le compte Sales Navigator également, vous avez accès à des recherches de plus de 100 profils, alors qu'avec le compte gratuit, vous êtes bloqué à partir de 100 profils. Donc, tout dépend en fait de l'ampleur que vous souhaitez donner à votre prospection pour le choix de cet outil. On en reparlera tout à l'heure. Et du coup, vous pouvez voir que dans l'outil dédié, il y a davantage de filtres. Ou sinon, sans souci, sur votre compte gratuit, vous mettez bien la requête booléenne de la même manière en haut dans la barre de recherche. Et ensuite, vous utilisez vos filtres et vous avez les résultats et que vous pouvez ensuite vérifier leur qualité et les contacter. Si vous avez bien identifié vos prospects, vous vous êtes fait une petite liste, que ce soit à la main ou sur votre compte Sales Navigator, vous allez vouloir commencer à les aborder. Et là vient un point de douleur de nous, les freelances, qui est « mais comment je l'aborde? Qu'est-ce que je fais? De quoi je lui parle? Je ne suis pas un commercial, je veux pas trop pousser, je veux pas être lourd à proposer mes services directs, je suis mal à l'aise avec tout ça. » Donc ça, j'entends, je comprends, je suis passée par là. Du coup, je vais essayer de vous donner quelques petites clés pour toujours trouver un moyen de les aborder qui soit le plus naturel possible et que ça ne se fasse pas dans la douleur pour vous ni pour lui. Donc, on va commencer. Vous avez votre prospect, il est là, vous avez envie de l'aborder. Vous allez bien sûr... Alors, des fois, ça va vous sembler un peu des basiques, ce que je dis, mais si je le dis et je le répète, c'est parce que je vois des démarchages qui sont vraiment tellement déshumanisés et tellement pas spécialisés par rapport à moi ou d'une personne qui ne s'est pas du tout intéressée à mon profil, que ça se voit, mais comme le nez au milieu de la figure. Et du coup, je le reprécise, il faut regarder le profil de la personne ou au moins avoir quelques infos clés avant de l'aborder pour que ça semble personnalisé. Donc, c'est un peu la base, mais je le répète. Donc, le but d'étudier le profil, ça va être de trouver des points communs, donc autant de points d'entrée pour démarrer une discussion. Donc, que ce soit un groupe en commun que vous suivez, donc ça se voit tout en haut du profil de la personne, un intérêt, quand vous déroulez, vous voyez un intérêt commun avec elle, vous êtes dans le même secteur d'activité, vous êtes dans le même corps de métier, ce genre de choses. Et ensuite, vous allez pouvoir passer à l'étape de l'ajouter, de lui faire une demande de connexion. Et là, s'il vous plaît, toujours écrivez avec cette demande de connexion une note qui va expliciter votre demande. Pourquoi? Parce que comme vous, quand vous recevez des demandes de personnes sans note, sans rien, de personnes que vous ne connaissez pas, vous n'avez aucune idée du cadre dans lequel elle essaie de rentrer en contact avec vous, alors qu'avec une note, même très courte, parce que l'espace est limité de toute façon à 300 caractères,
vous allez pouvoir expliciter votre demande et avoir un taux de réponse et d'acceptation de votre demande de connexion bien meilleur. Donc, vous pouvez parler de ce groupe, de l'intérêt partagé pour un sujet. Vous pouvez dire directement que vous aimeriez échanger avec vous sur un sujet ou par exemple que vous écrivez un article sur quelque chose, si vous ne voulez pas tout de suite rentrer dans le vif du sujet, que vous agrandissez votre réseau de professionnels de tel secteur parce que ça vous intéresse. Donc ça, c'est pour la partie note de connexion. Et ensuite, une fois que la personne vous a accepté, vous allez pouvoir rédiger un message plus long, plus libre, pour vous intéresser à lui, pour lui poser une question et bien sûr mentionner votre activité. Je dis vous intéresser à lui parce qu'il y a encore trop de personnes, de freelance notamment, mais aussi des commerciaux, qui vont directement envoyer un message à leurs prospects en faisant juste le déroulé de leur service, sans même savoir si ça pourrait potentiellement l'intéresser, sur quoi il est bloqué en ce moment, qu'est-ce qu'il lui faut. Donc le but, c'est vraiment d'abord de poser une question, de s'intéresser. Déjà parce que, il va beaucoup plus vous répondre si il sent que vous êtes intéressé par lui. Les gens adorent parler d'eux, encore plus de leurs soucis, etc. Et de deux, vous, ça va vous permettre en même temps, à chaque échange, de pouvoir faire une petite étude de marché de votre type de clientèle, des points de douleur, et peut-être aussi du coup d'ajuster votre offre, d'avoir des idées, etc. Donc vraiment, faites-le, engagez une discussion comme ça, et ensuite, bien sûr, mentionnez votre activité, et que ça vienne comme une réponse à ses besoins. Et quelques jours plus tard, c'est une étape qui est souvent oubliée, n'hésitez pas à faire une petite relance. Donc souvent, ça fait un peu peur de se dire je vais faire une relance parce que ça veut dire que je vais être lourd, que je vais insister. Là, on ne parle pas de refaire tout un déroulé, un long message, etc. Mais juste simplement, dites-vous qu'il y a vraiment des personnes à récupérer dans vos filets, puisqu'elles ont juste vu votre message, peut-être que ça les a intéressées, mais peut-être juste qu'elles n'ont pas eu le temps, qu'elles ont oublié, qu'elles sont vite passées à autre chose, et que ce petit message de relance qui peut juste être bonjour, est-ce que vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil à mon message précédent, va vous permettre de les raccrocher et de les ramener à vous. Donc, on ne parle pas de quelque chose de lourd ou de compliqué, juste une petite relance, n'hésitez pas. Alors, je vais voir si tout va bien. Tout va toujours bien, si vous m'entendez toujours. Hop. Hello, hello. Ah, super, merci Mélodie. Donc apparemment, vous pouvez double-cliquer sur la vidéo de mon écran pour l'agrandir si c'est trop petit pour vous. Alors, je vais continuer. Hop. Alors, ensuite, automatiser. Donc, j'ai vu que certains d'entre vous, avec le petit sondage du début, étaient déjà à l'aise avec LinkedIn et sur le fait de prospecter. Vous aurez peut-être passé à l'étape supérieure, qui est d'automatiser. Donc, automatiser, ça va vous permettre quoi? Ça va vous permettre d'envoyer des messages en masse, entre guillemets, à vos cibles, au moins plus que juste humainement en un par un. Donc, le but, ça va être de programmer des campagnes de messages plus ou moins personnalisées, par exemple par type de cible. Imaginons que mon graphic designer, il cible par exemple les chargés, les responsables de communication des PME, mais que pour les plus petites entreprises, du coup, il s'adresse directement au CEO. Il va pouvoir faire différentes campagnes d'automatisation par rapport à ces cibles-là. Donc, envoyer des messages spécifiques au CEO quand il a identifié les profils, spécifiques aux responsables communication, etc. Ce n'est pas obligé que ce soit les mêmes. Donc, ça permet de quand même avoir une certaine finesse, mais d'envoyer en plus grand nombre les demandes et surtout de le faire sans être forcément derrière son ordinateur. Une fois qu'on a lancé, on peut laisser le robot tourner. Donc, ce qui est intéressant avec les outils d'automatisation, enfin là, je vous parle d'un outil spécifique qui est celui que j'utilise, qui est Prospectine. Donc, c'est celui que je connais le mieux. Ensuite, on pourra discuter. Il en existe d'autres, bien sûr, mais là, je vous parle un peu des fonctionnalités de celui que je connais. Vous avez la possibilité de créer des scénarios et des triggers. La partie scénario, ça va être en fait plus que d'envoyer uniquement un message. Une fois que vous avez identifié vos prospects, vous allez pouvoir lui envoyer un scénario de message. Je m'explique, par exemple, vous allez dire à toute cette liste de prospects, le premier jour, je vais aller faire l'action, regarder leur profil. Vous ne le faites pas vraiment, c'est le robot qui fait à votre place. Ensuite, un jour plus tard, vous lui faites une demande de connexion. Le robot lui fait une demande de connexion à votre place. Donc la personne a vu que vous avez regardé son profil et le lendemain, paf, demande de connexion avec un message inclus que vous pouvez rédiger. Et par exemple, si la personne vous accepte, 3 jours plus tard,
le robot va lui envoyer votre message plus long dans lequel vous posez une question, vous explicitez un peu vos services. Et ensuite, quelques jours plus tard encore, vous allez lui envoyer une relance. Donc ça, c'est le petit scénario, vous le mettez en place avant, vous le réfléchissez, vous l'organisez. Et ensuite, une fois que vous lancez votre campagne, ça va se faire automatiquement. À J+1, il y a telle action, à J+2, telle action, etc. Et ce qui est la partie trigger, en fait, c'est par exemple, vous allez rédiger un post, vous allez publier un post sur LinkedIn et vous allez dire à votre outil d'automatisation, bah tiens, là, vu que c'est un post sur un sujet, par exemple la communication responsable, potentiellement, sûrement, les personnes qui vont répondre, ça va être mon genre de prospect, ça va être des personnes, des responsables déjà dans tout ce qui est marketing, communication éthique. Donc, je veux les accrocher, je veux aller les voir. Donc, vous allez créer un petit trigger qui dit chaque personne qui va commenter mon post, je veux lui envoyer tel message de connexion. Et là, du coup, le lien est déjà fait, la chose que vous avez en commun est déjà identifiée, c'est le fait qu'elle ait commenté votre post. Du coup, là, il y a un bien meilleur taux d'acceptation de la demande et ensuite de réponse à vos messages. Donc là, tout ça, c'est des fonctionnalités qui existent sur Prospecting, mais aussi sur d'autres outils, même si Prospecting, c'est celui sur lequel je suis le plus à l'aise. Et pour que vous ayez un ordre d'idée, c'est un outil qui coûte environ 45 € TTC par mois. Et vous avez aussi une version gratuite qui vous permet déjà de faire quelques petites choses, mais pas les scénarios, par exemple. Donc après, c'est à voir, on pourra discuter ensuite au cas par cas par rapport à votre sujet. N'hésitez pas à me poser des questions là-dessus. Donc, d'échanger un petit peu, étant donné qu'on va repasser à la partie plutôt communication, création de contenu, de la même manière que je voulais savoir où vous en étiez sur LinkedIn, au niveau de la communication, où est-ce que vous en êtes, sur quoi vous communiquez. Donc, en 1, n'hésitez pas du coup à écrire dans le chat votre réponse, le numéro. En 1, est-ce que vous écrivez plutôt sur votre quotidien, vos victoires professionnelles, vos offres en tant que freelance, etc. Vous parlez de vous, de ce que vous faites. Est-ce que vous êtes plutôt 2 à écrire, à faire un peu de la veille sur votre secteur, à partager des informations, des articles, des vidéos? Est-ce que vous êtes plutôt le type de personne à partager sur vos coups de gueule, un peu ce qui vous a fait réagir, que ce soit au niveau personnel ou professionnel? Est-ce que vous ne communiquez pas encore? Ou en 5, est-ce que vous communiquez sur d'autres choses? Alors, je regarde vos réponses. OK. Alors, j'ai du 2, du 1, 4, 4, 2, 1, 2, 4, 4, 4. Donc, à ce que je vois, on est surtout sur du 2 et du 4. Donc, pas mal de personnes qui ne communiquent pas encore. Et celles qui communiquent sont plutôt sur de la veille et parler un peu de leur quotidien professionnel, si j'ai bien compris. Donc, top, ça va me permettre de vous donner quelques billes, surtout pour les personnes qui ne communiquent pas encore. Et pour les autres, vous allez pouvoir encore grappiller quelques petites astuces, ou du moins mieux structurer votre stratégie de communication sur LinkedIn. Alors, hop, créer du contenu sur son profil. Donc, je parle davantage de prospection indirecte, mais il faut bien avoir en tête que c'est tout de même de la prospection, et c'est de la prospection efficace si c'est bien fait. Ça prend beaucoup plus de temps à mettre en place, mais créer du contenu pour votre profil, ça va permettre plusieurs choses. Ça va permettre déjà, à chaque fois que vous ajoutez des personnes et que vous n'allez pas forcément leur envoyer des messages, de continuer d'exister dans leur quotidien, puisque régulièrement, sur leur fil d'actualité, elles vont retrouver vos posts. Ça va permettre d'asseoir une certaine légitimité, une certaine expertise sur vos sujets. Après, tout dépend de ce que vous partagez, bien évidemment, mais si vous parlez de votre secteur, si vous leur êtes utile, vous allez en fait faire un travail psychologiquement sur eux. Et une fois que vous allez leur reparler ou qu'ils vont commenter votre post et que vous allez avoir une discussion avec vos prospects qui ont vu vos contenus, ils vont être dans un autre état d'esprit. Ils vont avoir déjà l'impression de savoir ce que vous faites. Ils vont être au courant du fait que vous êtes professionnel, que vous êtes légitime sur votre sujet, que vous voulez les aider, etc. Donc, c'est non négligeable. Donc, pour mettre tout ça en place, il y a 3 choses qui sont vraiment importantes. La première, qui est déjà de miser sur la qualité et la récurrence. C'est bateau, c'est logique,
mais ce n'est pas encore fait par tout le monde, loin de là. Donc, miser sur la qualité, ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous devez poster des choses qui vont être utiles à votre audience. Bien sûr, vous pouvez poster sur vos réussites professionnelles parce que ça peut être utile à votre audience, ça peut les inspirer, ça peut leur donner envie de plus vous connaître, etc. Mais le but, là, ça va être de vraiment être sur quelque chose d'utile, de qualitatif pour votre cible, pour votre audience. Donc pour ça, il faut déjà connaître votre audience, mais ça, c'est un autre sujet. Il faut déjà savoir qui est votre cible, de quoi elle a besoin. Ça, c'est des sujets à réfléchir en amont de toute stratégie, mais j'imagine que vous le savez. Et ensuite, ça va être important de varier les contenus. Donc sur LinkedIn, vous pouvez poster pas mal de choses, des images, des infographies. Maintenant, le format carousel qui est très en vogue, qui sont en fait des PDF qui permettent de faire des slides à passer, donc de créer un format slide. Vous pouvez partager des citations, uniquement du texte, des articles, des documents, des vidéos, etc. N'hésitez pas, du coup, à varier ces contenus. Ça va vous permettre de ne pas ennuyer votre audience, même si vous restez sur les mêmes thématiques, les mêmes sujets, de vraiment continuer à casser le fil de quelque chose de trop monotone et de trop monosujet. Ensuite, réfléchir bien en amont à sa ligne éditoriale. Donc, quels sont les sujets que vous souhaitez aborder? On revient à la première partie. Quel sujet je veux aborder? Pour qui? Pourquoi? Si ça, c'est bien au clair, ça va déjà vous aider à avoir beaucoup plus d'idées et à être dans un certain cadre pour faire votre contenu sur LinkedIn plutôt que d'être juste comme ça à écrire sur un coin de table 5 minutes avant de devoir poster. Ça va vous permettre d'avoir une vraie stratégie. Quel est le ton que vous souhaitez avoir? Jusqu'où vous souhaitez aller? Quel format vous souhaitez utiliser, mettre en avant? Et ensuite, la dernière partie, une fois que vous avez réfléchi à tout ça, c'est d'utiliser un outil, un calendrier éditorial, et le mettre en place. Pourquoi? Parce que ça va vous permettre de prendre du recul sur vos posts et de pouvoir les faire en avance et de pouvoir comparer vos résultats, d'avoir une vision d'ensemble globale. Par exemple, vous voyez que sur un mois, vous n'êtes pas obligé de les faire un mois. Moi, par exemple, je l'ai fait, j'ai déjà mes idées de sujet, mais je les écris la semaine d'avant pour la semaine suivante. Ça me permet de voir, ah bah tiens, d'un coup d'œil, la semaine dernière, j'ai parlé de ça sur tel format. Bah, cette semaine, du coup, je vais parler de ce sujet, mais changer de format. Ou ça fait longtemps que je n'ai pas parlé de ça, tiens, tac, je vais parler de ça. Si ça vous intéresse, après, on pourra aussi un peu discuter de comment mettre en place son calendrier éditorial quand on sera dans la partie questions. Et ensuite, quand vous voulez faire un post sur LinkedIn, toujours dans le même état d'esprit d'être bon ami avec votre algorithme, l'algorithme de LinkedIn, il y a quelques petites choses à faire et à ne pas faire. Donc là, je vous en ai mis 3 pour que votre post ait le plus de visibilité possible. C'est important de bien identifier les personnes et les marques, donc les pages des marques, qui sont mentionnées dans votre post, bien sûr, et également celles qui pourraient être intéressées par votre post. Donc vous pouvez le faire directement dans le post ou dans un commentaire en dessous, avec parcimonie. On n'est pas là pour taguer 40 personnes et faire du coup du gros spamming à chaque post sur des personnes qui vont en avoir marre que vous les taguez, mais c'est important qu'elles soient identifiées, et surtout si c'est assez personnalisé, si vous vous souvenez qu'un prospect aime bien ce sujet ou est très intéressé par ça, vous le taguez sans avoir besoin de lui renvoyer un message, il sait que vous pensez à lui, que vous vous souvenez qu'il s'intéresse à ceci, cela, etc. Ensuite, ne pas mettre de lien dans le post. Il y a encore beaucoup de personnes qui le font. Pourquoi? Simplement parce que en fait, LinkedIn n'aime pas qu'on dirige son utilisateur en dehors de sa plateforme. Donc, le petit tip ici, ça va être que si vous avez besoin de partager un lien externe à LinkedIn, vous notez dans votre post, le lien est disponible en commentaire, et vous faites un premier post sur lequel vous mettez le lien. Et ça va beaucoup aider votre visibilité. Vous allez voir la différence assez rapidement. Et ensuite, la partie hashtag, idéalement, pour être algorithme friendly, c'est 3 hashtags par post. Donc, n'hésitez pas à en mettre. Je ne sais pas si vous connaissez les fonctionnalités des hashtags, mais en fait, maintenant, les personnes peuvent s'abonner à certains hashtags. Disons, par exemple, moi, je partage beaucoup sur tout ce qui est communication éthique, communication responsable. Donc, je tag à la fin de mon post hashtag communication responsable. Je suis également abonnée à ce hashtag, ce qui veut dire que sur mon fil d'actualité, régulièrement, j'ai des posts d'autres personnes qui ont utilisé ce hashtag-là. Donc, c'est vraiment intéressant pour avoir de l'attraction sur votre profil et sur vos posts de personnes extérieures à votre réseau. Voilà, donc ça, c'était la dernière partie. Maintenant, on va pouvoir passer à la partie où vous allez pouvoir me poser des questions. On va faire des questions-réponses. Je vous mets ici mon mail, mon LinkedIn et mon numéro si vous souhaitez qu'on discute.
J'ai mis WhatsApp parce qu'en ce moment, je suis en Tunisie pour encore quelques mois, donc c'est pas la peine de m'appeler directement, ça va pas fonctionner et surtout ça va vous coûter très cher. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit message sur WhatsApp. Et on peut passer aux questions. Donc je reviens au chat. Hop. Et pour information, pour ceux qui n'étaient pas là au début de ma présentation, en fait, je vais vous donner là tout de suite dans le chat un petit document, donc vous aurez accès à la présentation si vous voulez la revoir, si vous n'avez pas eu le temps de prendre des notes, et accès aussi à, j'ai mis au point une petite foire aux questions, des questions qui me sont le plus fréquemment posées par des freelances par rapport à la prospection sur LinkedIn. Donc je vais vous partager ça tout de suite et je remettrai bien le lien à la fin. Alors, pourquoi je ne vois plus le chat ? Alors, tac, tac, tac. J'ai quelques personnes qui veulent participer, je vais les ajouter. Est-ce que je suis revenue? Je suis désolée, j'ai eu un petit souci technique. Alors, hop, je vais toutes vous accepter. Donc, bonjour Olivier, bonjour Sandy. Si vous avez vos petites questions, n'hésitez pas, je vous écoute. Et ensuite, je répondrai à toutes les questions dans le chat. Salut Mélanie, merci beaucoup pour ton... Attends, je crois qu'on se parle les unes sur les autres. Non, c'est bon, C'est il n'y a bon? que toi qui parle. Ok. Oui. Oui, merci beaucoup déjà pour ta présentation. J'avais posé ma question dans le chat, donc je ne sais pas si tu l'avais Je vu vais là-dedans. remonter. C'était juste par rapport au bilinguisme, en fait. Moi, j'ai vraiment la moitié de mes contacts et donc potentiels clients en anglais et l'autre moitié en français. Donc, je me demandais comment gérer vu qu'on ne peut pas vraiment faire de profil bilingue. Alors, je ne sais pas si tu as vu, mais tu peux créer ton profil en plusieurs langues. Ah non, alors voilà, ça c'est probablement le détail qui m'a échappé. Tu n'as pas vu? Alors oui, ça existe. Tu peux bien les créer pour éviter ce problème-là, même en plus de 2 langues. Donc en 2 ou 3 langues, il n'y a pas de souci là-dessus. Ok. Je vais essayer de me mettre sur mon profil et de te montrer où c'est, si tu veux. Excuse-moi, c'est le retour d'école pile poil maintenant. Pas de souci. Mais en tout cas, pour répondre à ta question, si tu veux, on en discute après. Ouais. L'option existe. Ok, super. Existe, oui. Merci beaucoup. En autant de langues que tu veux, au moins 4 ou 5, tu peux y aller. Génial. Merci beaucoup. Je t'en prie. Par contre, je ne sais pas comment sortir de là. Ah, alors attends, je vais t'enlever si tu veux. Merci. Coucou Julie, du coup, tu avais une question? Bonjour Mélanie. Bonjour. Moi j'ai une question par rapport aux articles LinkedIn. On m'a recommandé d'en faire, du coup j'en fais plus. C'est-à-dire que là je suis en train de tester les articles LinkedIn et plutôt que les posts. Et en fait j'essaye de voir ce que ça donne. Alors pour l'instant je vois une différence entre le nombre de vues sur les posts et le nombre de vues sur les articles LinkedIn. Et je voulais savoir, en fait, parce que j'ai moins du coup d'engagement sur les articles que sur les posts. Mais j'ai envie de continuer parce que je crois qu'il y a un vrai potentiel avec ces articles LinkedIn. Je sais pas ce que tu en penses, toi. Moi, je suis d'accord avec toi sur le potentiel des articles, mais en revanche, j'ai remarqué la même chose, c'est-à-dire que les posts et les articles ne bénéficient pas du tout de la même visibilité. C'est aussi en partie à cause de l'algorithme, mais aussi par rapport à la taille du contenu. Donc, si je peux te conseiller quelque chose, c'est de vraiment mettre en avant tes articles via des posts, quitte à le refaire plusieurs fois. Par exemple, tu vas parler d'un aspect et d'un autre, parce qu'en fait, les personnes n'ont pas forcément le temps, quand elles sont sur leur fil d'actualité, d'aller directement se plonger dans un article. Donc, fais un peu des deux, mais ne t'empêche pas de creuser dans des articles, puisque du coup, c'est vrai que je trouve aussi que c'est un moyen beaucoup plus fourni
de faire quelque chose de beaucoup plus qualitatif, de ne pas être limité dans les caractères. Mais pour avoir de la visibilité, malheureusement, tu vas être obligé aussi de passer par ces postes-là pour mettre en avant ton article. Mais Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, c'est ce que je fais en fait. Dès que mon article LinkedIn est publié, LinkedIn me propose de le partager De faire un post. d'actualité. Donc, c'est ce que je fais. Donc, bon, là, je vois que ça commence un peu à prendre, mais au tout début, c'était un peu chaotique. Et puis, quelqu'un aussi m'a avoué que le nombre de vues sur les articles, c'est le nombre réel de personnes qui ont vraiment lu finalement mon article. Et que sur les posts, les gens... C'est simplement quand tu scrolles. Ouais, c'est ça. C'est vrai ça? Oui. Oui, c'est vrai, parce qu'en fait, quand tu cliques sur ton article, enfin, quand tu vas sur un article, tu es obligé de cliquer dessus. Donc, ça ne veut pas dire que la personne, elle a lu du début à la fin, mais comme elle a cliqué, c'est une vue beaucoup plus qualitative que de juste scroller. Et tu peux scroller absolument sans lire. Donc, on va dire qu'une vue d'un article est beaucoup plus qualitative qu'une vue d'un post. Ok. Même si ça ne veut pas dire que la personne l'a lu. Ça veut juste dire que comme elle a cliqué, il y a plus de chances qu'elle l'ait lu. Ça l'intéresse. Juste en scrollant. Ok. Voilà. Non, moi, ça rentre plus dans ma stratégie LinkedIn, ça, tu vois. Donc, en tout cas, c'est normal que ça prenne du temps, que ce soit pour construire une stratégie de contenu ou que pour écrire des articles. C'est des choses qui prennent plusieurs mois, donc te décourage pas. Oui, moi, ça fait que le 3e que je fais en 3 semaines. Oui. Donc, ouais, j'ai fait un article semaine, voilà, sur les 3 dernières semaines. Alors qu'avant, je faisais un article tous les 2 mois, quoi. Mais quand on m'a dit que ça fonctionnait bien et que c'était un outil intéressant pour l'algorithme, etc., du coup, je m'y suis mise à fond, quoi. Ouais, non, mais je comprends. Mais ça va finir par être remarqué. C'est juste que le temps que les personnes s'identifient sur ces sujets-là et les partagent, pense bien du coup, dans tes posts, à bien taguer des personnes que ça peut intéresser, à l'envoyer peut-être à des contacts que tu sais que ça peut intéresser, etc., surtout au début, pour après que ça me donne un peu d'engouement. Ça, j'y pense pas du tout, par contre. C'est vraiment très, très rare quand je tag des personnes sur des posts. Ça m'est arrivé peut-être 2 ou 3 fois, mais sur du long terme, quoi. Mais je le fais pas systématiquement, j'y pense pas, en fait. Alors, il faut que tu te le notes. Ouais. Comme ça, tu y penseras. Je suis sûre que ça peut changer quelques trucs, en tout cas, c'est sûr. Ok, d'accord. Merci, Mélanie. J'ai pu répondre à ta question? Parfait, impeccable. Merci. Super, merci. Alors, est-ce qu'il y a d'autres personnes qui veulent rentrer? Je vais commencer à répondre un peu aux questions qui sont dans le chat. Tac, tac, tac. J'ai Faustine qui veut rentrer. Hop. Alors, en attendant, je vais répondre aux petites questions. Je vais remonter. C'est qu'il y a eu un sacré paquet de commentaires. Alors, Théo, quand tu fais une demande de connexion puis une relance légère quelques jours plus tard, comment fais-tu pour que le prospect soit bien qualifié pour ton client si tu n'utilises pas de call to action purement commercial? Bonne pratique pour qu'il soit pertinent, pas trop agressif, c'est tout un art. Alors, je suis d'accord avec toi sur le fait que c'est tout un art et qu'il faut un peu jongler entre à la fois commercial et quelque chose de pas trop lourd, mais je ne suis pas sûre de bien comprendre ta question, parce que en fait, c'est au moment où... Ah, si la personne ne m'a pas répondu, je ne suis pas sûre qu'il soit bien qualifié. Est-ce que c'est ça? Si tu es toujours là, je veux bien que tu m'explicites, Théo. Et comme ça, je pourrais répondre à ta question. Alors, Faustine, recommandes-tu de poster un article interne dans LinkedIn ou de poster sur notre blog et de partager ce lien en post LinkedIn? LinkedIn te mettra toujours plus en avant si tu partages sur un article directement sur LinkedIn plutôt qu'un lien externe, même si tu le mets en commentaire. Donc, c'est mieux de le poster sur LinkedIn, mais tu peux également faire les deux si tu veux continuer d'alimenter ton blog. En revanche, je te déconseille de copier les contenus sur l'un et sur l'autre. Alors, Théo, tu m'as répondu. Tu ajoutes un contact soi-disant parce que tu as des points communs avec lui. Oui. Mais avant, j'ai vu aussi, normalement, mon client, moi qui travaille pour des professionnels, mon client m'a bien défini le type de cible, donc taille de l'entreprise, le corps de métier, le secteur d'activité, etc.
Et ensuite, je vais utiliser ça pour, le contacter. Enfin, je vais le contacter sur ces sujets-là. Et du coup, c'est vrai que s'il ne m'a pas répondu jusqu'à ma relance, je ne suis pas entièrement certaine qu'il soit ni intéressé ni qualifié. Mais je ne pourrai pas le savoir tant qu'il ne m'aura pas répondu. Donc, je fais quand même cette relance-là parce que j'estime qu'à partir de entre 8 et 10 jours après mon message, s'il ne m'a pas répondu, il ne va pas me répondre. À moins, enfin, même s'il est parti en vacances, etc., les personnes répondent au bout d'un moment. Donc, je me rappelle juste à leurs bons souvenirs. Et toujours, en fait, dans mon premier message, je vais poser une question sur un de ces points de douleur que j'aurais identifié pour ce type de cible. Imaginons que ce soit pour une petite boîte et je me dis qu'ils n'arrivent pas souvent à avoir des nouveaux prospects, etc. Je vais poser une question sur combien de temps, en gros, vous perdez à chercher des nouveaux clients, à ne pas en trouver, etc. Et ensuite, assez naturellement, je vais dire, moi, par exemple, je fais ça, tac, 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 et vous, mais bien, même si je présente ce que je fais, qui je suis, je pose bien des questions pour l'inciter à répondre et surtout l'inciter à me donner des billes pour en savoir plus, pour ensuite continuer mon échange. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Je l'insère toujours dans le premier message. Même si c'est qu'une ligne, je dis un petit peu ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je déroule tous mes services. Ça veut dire qu'en quelques lignes, j'explicite ce que je fais, mais ce n'est pas l'intégralité de mon message. Je pose aussi des questions sur lui, etc. Et je démarre une discussion et je m'intéresse à lui. Alors, Sandy, j'ai répondu. N'hésitez pas à popper en vidéo pour me poser les questions en live. Vincent, quel format de document recommandes-tu pour du texte avec illustration? Format de document, tu veux dire l'image? Moi, j'utilise des images, j'utilise des GIFs. Donc, images, je mets en PNG généralement, ou des GIFs, ou des vidéos. C'est pas une image. Nathalie, est-il possible d'apporter des précisions sur le référencement évoqué au début, nettoyer son URL? Oui, tout à fait. Je peux te montrer ça si je partage mon écran. Hop. Alors, je vais faire ça tout de suite. Tac. Donc, normalement, là, vous voyez mon écran. Hop, c'est qui m'avait posé la question? Du coup, oui, Nathalie, c'est toi qui m'as posé la question. Si tu vois bien mon écran, en fait, quand tu vas sur ton profil en haut à droite, tu as l'option de cliquer sur « Modifier le profil public et l'URL ». Donc, tu vas cliquer là-dessus. Hop, je ne sais pas si vous m'avez suivi. Non, ça n'a pas suivi, donc je vais changer l'onglet. Tac. Hop, et ça va t'emmener sur cet onglet-là, où, de la même manière, en haut à droite, tu vas pouvoir modifier ton URL et faire un URL personnalisé. Donc, si vous voyez bien ici, donc je peux supprimer la suite de lettres et de chiffres qu'il y avait avant, et je peux rajouter par exemple un tiret avec le nom de mon entreprise ou mon job. Donc, par exemple, si j'étais graphic designer, je peux mettre Mélanie Duclos, graphic design, ça rajoute encore un mot-clé sur mon profil. Et ensuite, tu enregistres bien. Super, Nathalie, génial. Hop. Merci pour vos messages par rapport à la présentation. Claire, mettre du feed sur son profil perso ou la page de son entreprise. Alors, ça va être deux choses complètement différentes. Il y a beaucoup plus d'interaction et de succès, entre guillemets, sur les pages personnelles parce que tout l'intérêt de LinkedIn, c'est de pouvoir communiquer différemment que sur les autres réseaux sociaux où ça va être beaucoup plus l'aspect marque. Là, on a accès directement à la personne, donc c'est important que tu communiques toi avec ta voix. Ce qui ne veut pas dire laisser sa page entreprise complètement vide, mais ça ne va pas être tout à fait les mêmes sujets. Sur ta page entreprise, tu vas pouvoir parler
être plus corporate, parler des succès de l'entreprise, des avancements, des services, etc. Et soit sur ton profil, tu vas pouvoir parler d'un panel de choses beaucoup plus large et beaucoup plus librement. Donc, tout dépend de ce que tu cherches à faire. Mais en tant que freelance, en tout cas, c'est beaucoup plus efficace de partager par rapport à son profil puisque tu es ton propre branding. Merci Célia, merci Anne, merci Aïe. Alors, Joy, dans le dernier sondage, tu nous demandais quel type de contenu nous postions sur LinkedIn. Y a-t-il des posts qui génèrent plus d'engagement? Alors oui, les posts qui génèrent le plus d'engagement, ça va être... alors il y a des posts qui génèrent beaucoup d'engagement que vous voulez suivre et d'autres que vous voulez moins suivre, mais ça marche mieux d'avoir par exemple une infographie ou quelque chose d'assez fort, d'impactant, d'utile pour votre client, parce que du coup les gens vont plus le partager quand c'est visuel, une infographie, une image forte, un chiffre fort, etc. Donc, il va y avoir plus d'engagement là-dessus. En revanche, il y a une montée sur LinkedIn aussi des posts un peu plus, comment dire, qui se ressemblent, un peu plus copiés, un peu plus bateau. Je ne sais pas si vous l'avez senti, c'est un peu cette chose-là, mais en gros, des posts qui vont être beaucoup plus sur je suis manager et j'ai apporté des croissants ce matin à mes employés et attendre plein de hurrah, management, hashtag management de demain, hashtag management ouvert, hashtag tout ça. Donc, on va dire que nous, on essaie de plus se diriger vers quelque chose de vraiment utile avec un vrai fond. Je vais essayer de répondre à toutes les questions avant la fin. Tac. Différence entre post et article, Claire. La différence, c'est simplement que ton post, ça va être quelque chose qui apparaît sur ton fil d'actu, quelque chose de court, limité en caractères, à 1400 caractères, je crois, quelque chose comme ça. Un article, c'est beaucoup plus long, ça va être rédigé comme un article de blog, tu vas pouvoir mettre plein de choses dedans. Donc, c'est deux formats différents. Alexandra, les articles marchent mieux quand ils sont commentés, paraît-il. Oui, c'est vrai. En général, ça marche aussi. Enfin, en fait, ça marche aussi pour les posts. Plus ton post est partagé, etc., plus est commenté et liké, plus il y a de chances d'avoir une réponse. Ah zut, alors, on va pas tarder à devoir partir. C'est une fréquence. Je vous mets le lien tout de suite du petit document que je vous ai préparé qui reprend un peu la foire aux questions qu'on pose souvent pour les freelances. Hop. Je vous le partage de suite avant que ça se termine. Et n'hésitez pas à me renvoyer un message pour que si je n'ai pas eu le temps de répondre à vos questions, je puisse y répondre. C'est passé super vite. Hop. Au niveau de la fréquence des publications, à minima une fois par semaine. Deux langues. Ah ok, j'aime. Daisy, je peux te montrer ça si tu me contactes à côté. Hop. Théo, on peut en discuter également, continue d'en discuter si tu le souhaites. Célia, la bannière, elle doit être plutôt concise, oui, avoir du texte, mais pas trop, parce que sinon, c'est pas un bloc de texte. Image et un petit peu de texte, je te dirais un entre-deux. Merci, ok. Daisy, comment poster le podcast dans notre sélection sur notre profil? On peut en parler, je peux te montrer si tu veux la manip. Hop, merci. Bon, bah, merci à tous. Faustine, n'y a-t-il pas un risque que l'auditoire se lasse à publier trop fréquemment et à moins réagir du coup? Oui et non, on n'est pas sûr du publier tous les jours, mais à minima une fois par semaine. Si tu varies les sujets, si tu varies les formats, etc., il y a toujours plein de choses à dire, surtout quand tu es passionné par ton sujet. Donc, et si tu as moins de réactions, tu iras les attraper, entre guillemets, ailleurs. Donc, le but, c'est de faire grandir ton réseau en même temps que tu publies. Bon, bah, merci à tous. Je crois que c'est tout. Si vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas. On peut discuter dans le chat. Et n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn. Hop. J'espère que vous avez bien pu récupérer mon lien. Est-ce que ça fonctionne? Dites-moi juste si mon lien fonctionne. Et comme ça, je peux partir en paix. Ok, super. Merci à tous.